François Forget est astrophysicien et climatologue. Il est membre de l'Académie des sciences et spécialiste de l'exploitation du système solaire et des environnements. C'est ça? Exploration. D'accord. Voilà. Il étudie aussi le climat et les atmosphères des planètes telluriques du système solaire, Mars, Vénus, Pluton, etc. C'est pas faux, ça. D'accord. Après une thèse portant sur la planète Mars, il a rejoint le CNRS et créé l'équipe planétologie du laboratoire météorologie dynamique. Puis dirige le pôle système solaire de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et après avoir travaillé à la NASA, il devient directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint au LMD, donc c'est le laboratoire de météorologie dynamique dont j'ai parlé tout à l'heure. Conseiller du CNES, François Forget est impliqué dans de nombreuses missions spatiales, Mars Express, New Horizons, InSight, Rover ExoMars, etc. Ces travaux ont servi à préparer les missions robotiques, étudier l'habitabilité des exoplanètes et à mieux comprendre la Terre. Il a également participé à des expéditions polaires en Arctique pour des programmes de recherche en climatologie. Est-ce bien vrai? En Antarctique. Voilà. Mais il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet. Hein. Donc, la conférence que nous allons écouter va présenter les nouveautés des dernières découvertes du système solaire. Voilà. Ensuite, Frédéric Bousquet, ça avait été annoncé sur l'invitation. Lève-toi, Frédéric, quand même, montre-toi. Donc, devait venir, mais je devais venir avec un instrument assez extraordinaire qui s'appelle un euphone. Et il y a eu quelques soucis sur la route. Donc, il est venu en train, mais comme son instrument est très lourd, l'instrument n'a pas voulu rentrer dans le wagon. Je te le passe, Denis. Merci, oui, en effet. Il est pourtant très léger parce que c'est le premier instrument au monde en titane. Et on l'a créé en 2010. Et c'est un instrument que l'on avait envie de vous présenter à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Vous l'aviez peut-être vu il y a une dizaine d'années autour d'une conférence de Bernard Werber sur le papillon des étoiles, les voiliers solaires, puisqu'à l'époque, on avait reçu ici le directeur de recherche du projet Icaros, c'est ce premier voilier solaire envoyé par la JAXA. Et donc cet instrument-là reprend dans les formes de ces pavillons, ces formes comme ça, qui sont les formes des voiliers solaires. Alors on avait prévu en effet de l'amener, mais quand on a une conférence sur la planétologie, il faut être un peu terre à terre. Et c'est vrai que nous autres qui sommes sous le ciel étoilé des Cévennes, il a été impossible, avec les mouvements de grève que l'on connaît, des agriculteurs d'arriver jusque-là ce soir. Alors et qu'on est quand même ici, et je vais juste dire un petit mot le temps qu'on termine ces réglages, c'est que pour quelqu'un comme moi qui a eu un cursus multiple, de compositeurs, de musiciens, de maîtres artisans en métier d'art, et puis aussi de chercheurs, finalement, ce que je retiens dans l'emploi des matériaux aéronautiques, c'est que non seulement ils ont des caractéristiques mécaniques qui sont exceptionnelles, donc ça permet évidemment de renouveler notre gamme de sons et d'avoir des sons inouïs, mais surtout ce qui a été rapidement remarqué, c'est qu'ils sont robustes, ils sont légers, et ils sont stérilisables, ils sont sur le plan sanitaire nettoyables. Donc très rapidement, dans les années 2004-2005, c'est Lino Ventura avec Personnage qui est venu nous voir pour mettre ces instruments-là, ces percussions en titane au service de ces centres pour l'autisme. Parce que partout où on trouve du sang, des bactéries, des urines, de la salive, etc., il fallait que l'on soit à même de pouvoir les nettoyer. Et donc grâce à toutes ces dynamiques, grâce aussi à la dynamique de la commission ici, de tous ces univers qui de manière transversale se rencontrent, on a pu maintenant mettre au point des instruments qui sont les grands titanes, mais aussi des petits instruments. Donc cette entreprise, elle a été labellisée il y a plus de 20 ans par Jacques Chirac, entreprise du patrimoine vivant. Et nous sommes aujourd'hui dans 1500 établissements, dans plus de 30 pays. Voilà, donc merci collectivement à tous, parce qu'ici, il y a une dimension en France qui est quand même sociale. On s'intéresse évidemment
à la santé de tous, aux pratiques musicales. Et puis grâce à nos technologies aéronautiques, bien sûr, ce soir, on va aller visiter les confins du système solaire et puis des autres galaxies. Mais ça nous a permis, nous, voyez, au jour le jour, d'avoir des dizaines de milliers d'enfants et de personnes en situation d'inclusion qui travaillent avec l'apport des matériaux aéronautiques et des technologies aéronautiques. Voilà, merci. Et au plaisir de vous présenter cet instrument un autre jour. Voilà. Donc, tu te débrouilleras pour venir suffisamment à l'avance pour ne pas être coincé par les tracteurs. Eh bien, je laisse maintenant la parole à François Forget et qu'on remercie beaucoup de sa présence. Voilà. Merci. Je peux utiliser le micro là, peut-être? Non. Par contre, voilà. La télécommande, oui. Je reste là. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand honneur d'être à cet endroit légendaire et prestigieux. Donc, Annie, en fait, m'a invité à venir présenter justement un petit peu des nouvelles sur les explorations récentes et à venir du système solaire. J'ai fait un petit peu l'hypothèse que vous connaissiez quelques petites choses, mais pas grand-chose. Et en fait, ce titre, Les nouveaux mondes du système solaire, va être un prétexte pour parler d'exploration, des nouvelles explorations récentes et à venir, et de faire une balade en fait dans le système solaire avec quelques anecdotes. Évidemment, on ne pourra pas être exhaustif avec tout ce qui se fait, et donc on va raconter ça. Alors je ne sais pas si on laisse la lumière comme ça, si ça va rester comme ça. Ok. Ok. Donc c'est ce que je fais. Hop. Donc, le système solaire, évidemment, là j'espère, vous avez révisé, vous connaissez tous un peu le système solaire classique dont on parle depuis qu'on est enfant, donc avec ses 8 planètes, 9 planètes si vous avez mon âge, donc en incluant Pluton, donc de Mercure jusqu'à Uranus puis Neptune, et Pluton si vous voulez l'ajouter, même si Pluton a changé de nomenclature, c'était une planète, c'est devenu une planète naine avec d'autres. Mais voilà le système solaire classique avec ses 8 planètes. Et la première chose que je vais vouloir vous raconter, alors déjà, première chose, c'est que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont ces missions-là qu'on va voir, on va un peu les détailler, ce sont les missions récentes qui sont en route vers ces autres mondes et qui sont aussi en préparation, qui ont été décidées. Je vais parler surtout de missions qui ont été décidées. Et la première chose que je vais vous raconter, c'est qu'en fait, pas mal de ces missions en fait, ne vont pas voir spécifiquement une planète. Elles vont voir des autres mondes. Et je commence par vous raconter que dans le système solaire, en fait, il n'y a pas que les planètes, il y a de nombreux autres mondes. En fait, là, j'ai fait une petite animation. Vous avez des dizaines de mondes, tous très riches, tous très complexes à explorer. On peut compter 80 mondes, 80 corps qui font plus de 500 km de diamètre. Donc, bien sûr, vous avez les planètes, on a vu. Vous avez aussi les lunes des planètes géantes, comme on a vu Ganymède, Callisto, Io. Vous avez ensuite Pluto, par exemple, ici. Et puis, on arrive vite sur de nombreux objets qui sont au-delà de Neptune, qu'on appelle les objets transneptuniens. Certains sont plus massifs que Pluton. Eris est plus massif que Pluton. Et puis, vous avez ensuite certaines astéroïdes et les nombreuses lunes qui sont autour de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ça ne veut pas dire le fait qu'il soit petit ne veut pas dire qu'il ne soit pas intéressant. Et je vais commencer en fait un petit peu par la fin, par raconter par exemple le cas de 2 mondes quelque part tout petits, Mimas, qui fait 400 km de diamètre, et Encelade, qui font 500 km de diamètre. Et vous allez voir que ces mondes-là sont devenus d'un très grand intérêt pour toutes les agences spatiales. Alors je commence par Mimas pour vous raconter une découverte récente. Mimas, vous connaissez? Mimas, c'est une petite lune de Saturne, donc 400 km de diamètre, ça ressemble à ça. Alors ça ne semble pas très intéressant, la surface est extrêmement ancienne, vous voyez beaucoup de cratères, quand il y a beaucoup ça veut dire qu'elle est exposée à des impacts d'autres corps, de petits astéroïdes depuis littéralement des milliards d'années. Mais cela dit, je voulais vous en parler parce que récemment, un de nos collègues en France, qui s'appelle Valérie Lenné, a fait une découverte extraordinaire. Alors, avant tout ça, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous vous souvenez peut-être de Mimas, on la compare souvent à l'étoile de la mort, parce qu'elle se présente comme ça avec un gros cratère, et l'image est frappante, et depuis l'émission Voyager, on fait toujours la comparaison, on l'appelle souvent The Death Star. Alors, que raconte Valérie Lenné? Eh bien, il a démontré, en étudiant soigneusement l'orbite de Mimas, qui est très connue,
que l'évolution de son orbite est telle que ça ne peut être expliqué qu'en faisant une hypothèse assez extraordinaire, qui est de dire que, en fait, sous cette croûte ancienne, il y a un océan d'eau liquide qui occupe 50% du volume et qui, en plus, est récent. Il peut démontrer qu'il a moins de 25 millions d'années. Le système solaire, tout ça, ça a 4500 millions d'années, 4 milliards et demi d'années. Donc c'est quelque chose de récent, assez mystérieux, mais voilà. Tout d'un coup, ce petit corps, on croyait que c'était un bout de glace, hein, c'est sûrement de la glace d'eau, hein, ce qu'on voit là, et ben, tout d'un coup devient très intéressant avec cette physique, cet environnement quand même incroyable avec de l'eau. Alors, c'est assez récent, il y a de bonnes chances que tout ça soit stérile. Par contre, si je reviens sur l'autre monde que j'ai mentionné, Encelade, je suis sûr que certains d'entre vous en ont entendu parler, Encelade, lui, c'est un autre monde qui est assez différent. Vous voyez qu'on voit quelques cratères dans l'hémisphère nord, là, en haut de cette photo. Mais en bas, on voit des terrains récents avec des fractures. Et en fait, quand on regarde attentivement dans l'hémisphère sud, on voit des espèces de fractures rectilignes alignées, qu'on appelle les griffes du tigre, the tiger stripe. Et là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, on a en permanence, ça a été découvert par la mission Cassini, en permanence des geysers avec une éjection de molécules, en particulier de molécules d'eau et de toutes sortes d'autres molécules, et qui suggèrent qu'à l'intérieur de ce corps, vous avez un océan d'eau liquide qui est là depuis des milliards d'années. Et alors là, ça devient un objet très intéressant parce que vous avez un environnement avec de l'eau liquide, donc, qui serait propice à la vie terrestre, qui est là depuis des milliards d'années et auquel on peut accéder finalement en essayant d'attraper ce qui est éjecté par ces fissures. Alors, ce qui est fascinant, c'est que, on ne voit pas très bien avec cet éclairage, c'est qu'il y a quelques années, on a pu se rendre compte que effectivement, l'activité de l'IMAS est telle, elle éjecte tellement de matériel dans l'espace, l'essentiel de ces particules qui sont éjectées retombe sur la surface, mais une partie finit en orbite autour de Saturne. Et en fait, il y a le 19 juillet 2013, il y avait une sonde en orbite, Cassini, qui a pu, au moment où Saturne cachait le Soleil, prendre une photo, et on voit très bien, surtout sur mon écran là, il y a trop de lumière, on voit très bien donc Encelade, et puis surtout que tout ce matériel éjecté par Encelade crée un anneau autour de Saturne qui est constitué de matériel qui est éjecté depuis un océan souterrain. C'est assez fascinant. Alors je dois vous dire que vous êtes sur cette photo. Si vous étiez du bon côté, vous avez fait coucou, puisque la Terre est photographiée ici. Donc je ne sais pas ce que vous visiez le 19 juillet 2013, mais vous êtes sur la photo. Et à l'époque, la NASA avait fait un événement et pas mal de gens ont fait coucou comme ça. Bon, c'est difficile à voir. Hein. En tout cas, donc voilà Encelade, et tout indique donc que ces geysers révèlent donc une structure comme celle-là, donc sous une croûte de glace assez épaisse, un océan en interaction avec à l'intérieur un corps de roche avec du volcanisme peut-être, et donc un environnement réellement potentiellement propice à la vie, ce qui fait que toutes les agences spatiales, la NASA et l'Agence spatiale européenne, souhaitent y retourner, après la mission Cassini, pour analyser ce qui s'y passe. Et donc, depuis quelques années maintenant, a été décidé, au côté européen, de faire une mission, que dans notre jargon on appelle la mission L4, ça veut dire grande mission, large mission numéro 4, et qui est conçue pour aller en orbite, puis atterrir sur Encelade pour analyser ce qui retombe, voir s'il y a des crevettes mortes, vous voyez le genre, des choses comme ça, pour essayer de trouver, voir si réellement une vie dans cet environnement propice à la vie a pu démarrer, ou quel genre de chimie, dans notre jargon on appellera prébiotique, a pu démarrer. Et ce qui est fascinant dans cette mission, c'est que je vous assure que j'ai plein de collègues qui travaillent dessus, qui préparent les instruments, sachant que le calendrier est tel que le lancement est prévu en 2042, la mise en orbite en 2053 et l'atterrissage sur Encelade en 2058. Donc j'ai des collègues actuellement qui construisent un instrument qui sera opérationnel en 2058. L'exploration spatiale, c'est du long terme. Donc voilà, c'est l'actualité. Et récemment, une de mes collègues présentait ce calendrier avec ce qu'on appelle la timeline, donc le calendrier de construction. Elle disait « Oui, on est un peu en retard actuellement parce qu'on doit livrer telle étape, tel document, etc. » Et donc pour un atterrissage en 2058. Alors, ça c'est pour Encelade qui est vraiment très loin puisque c'est autour de Saturne. Saturne, c'est 10 fois la distance, c'est 10 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Donc pas mal de milliards de kilomètres, enfin quelques milliards de kilomètres. Et en réalité, on a vu que dans le système solaire maintenant,
Ça, ce sont vraiment au sens propre les nouveaux mondes du système solaire. On a découvert que de très nombreux corps à partir de Jupiter sont constitués de glace, et sous une croûte de glace, on a des océans d'eau liquide, et à chaque fois des océans potentiellement qui seraient habitables, comme on dit en anglais, habitable, pour la vie telle qu'on la connaît. Donc on a envie d'explorer ces endroits, et en cela, donc 2055, 2058, mais avant cela, on va d'abord essayer d'étudier et de mieux comprendre les 3 mondes glacés, les lunes glacées de Jupiter, qui sont Europe, Ganymède, Callisto. Si vous connaissez bien votre système de Jupiter, il y a une lune que je n'ai pas citée, qui est Io. Et Io, effectivement, est tellement proche de Jupiter qu'elle est le chauffage par les marées thermiques, le malaxage par la gravité de Jupiter, qui est énorme, a complètement fait disparaître l'eau, et c'est une lune entièrement volcanique, sans eau du tout. Par contre, Europe, qui est la suivante autour de Jupiter, elle est chauffée par ces forces de marée, donc les forces de gravité qui malaxent l'intérieur de la glace. Et pour le coup, vous avez une croûte de glace et en dessous, un océan d'eau liquide. Et dans ce contexte-là, eh bien, aussi bien la NASA que l'Agence spatiale européenne ont récemment envoyé des missions avec pour objectif d'aller étudier ces lunes. Donc vous avez d'une part, en 2023, vous voyez, c'est une des dernières fusées Ariane 5 qui a été utilisée pour lancer la mission JUICE. JUICE, ça veut dire Jupiter and Icy Moon Explorer. Et puis à droite, donc c'était en 2023, et un peu plus tard, sur une Falcon Heavy, donc une grosse fusée, 60 tonnes dans l'espace, on a envoyé la mission Europa Clipper, c'était donc il y a un peu plus d'1 an, vers Europe pour le coup, qui va être spécialement dédié pour Europe. Alors un petit mot sur JUICE. Le but principal de JUICE, ça va être d'étudier la lune Ganymède. Elle se mettra à terme en orbite autour de Ganymède, qui est un endroit exotique, qui a un champ magnétique. Vous avez donc une croûte de glace, à l'intérieur un océan, et cet océan apparemment crée un puissant champ magnétique, le tout dans l'environnement de Jupiter. C'est vraiment assez exotique. Mais en arrivant, elle ira quand même étudier un petit peu Europe. Et puis enfin, en passant Callisto, et se mettra ensuite en orbite au cours de Ganymède. Les objectifs scientifiques sont multiples, vraiment beaucoup d'enquêtes sur ces nouveaux mondes, donc ces lunes glacées qui sont réellement très à la mode, entre guillemets, au niveau scientifique, à cause de cet intérêt pour les océans souterrains. Côté Europa Clipper, donc de la NASA, donc la mission part en 2024, elle arrive grâce à la puissance de la fusée Falcon Heavy, elle arrive plus tôt que JUICE, en étant partie 1 an plus tard. Ouais, les Américains sont plus rapides. Et elle se consacrera surtout à Europe. Alors, on ne peut pas se mettre en orbite autour d'Europe. Ce n'est pas une question d'énergie, c'est le fait que Europe est réellement... Vous avez Jupiter qui est énorme, qui a un champ magnétique extraordinairement puissant. Je ne crois pas me tromper en disant que le champ magnétique de Jupiter est 20 000 fois plus puissant, plus fort pour la Terre. Et résultat, vous avez autour de Jupiter, exactement au niveau de l'orbite d'Europe, un flot de particules, l'équivalent des ceintures de Van Allen sur Terre, mais en beaucoup plus énergétique. Résultat, une sonde qui resterait en orbite autour d'Europe serait rapidement, disons, détruite. L'électronique serait extrêmement abîmée. Donc là, la tactique, c'est d'être en orbite autour de Jupiter, le plus souvent assez loin de cette zone, de ces ceintures de Van Allen de Jupiter, et puis de temps en temps, hop, raser Europe et l'analyser avec un radar, des spectromètres, essayer de comprendre ce qui se passe. Et même finement analysé, vous voyez, vous avez des fractures, et un peu comme en slide, vous avez, par ces fractures, vous avez des geysers de temps en temps, des écoulements, et là encore, on va essayer de voir qu'est-ce qui sort de... On peut pas, on n'a pas encore imaginé une solution technique pour envoyer un sous-marin à l'intérieur d'Europe, sous cette glace. Vous avez probablement une dizaine de kilomètres de glace. On a essayé d'imaginer des systèmes qui pourraient s'enfoncer dans la glace puis aller nager dans l'océan. Mais physiquement, c'est presque insurmontable. La thermique est telle qu'on n'y arrive pas. La glace est extrêmement dure, elle est froide. Et par contre, la bonne nouvelle, un peu comme pour Encelade, bien par ces fractures que vous voyez, il y a quand même régulièrement de l'eau de l'intérieur qui jaillit. Et on peut essayer de voir à nouveau si vous avez des poissons morts, des crevettes, et surtout quel genre de molécules on va pouvoir détecter à distance, voire sur place plus tard avec un atterrisseur qui est envisagé par la NASA. Donc voilà, j'ai commencé un peu par le milieu, puisque j'ai voulu mettre en avant ces mondes riches en eau liquide. Et maintenant, je vais reprendre notre promenade, et on va commencer depuis le Soleil, et puis s'éloigner. Et évidemment, la première balade qu'on va faire,
c'est faire un tour d'abord par la première planète, c'est Mercure. Et en effet, pour Mercure, il y a de l'actualité, puisque vous avez une mission européenne qui est en route vers Mercure, qui s'appelle Bepi-Colombo. Alors Mercure, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est une planète au premier abord qui n'est pas très amusante, parce que vous voyez cette surface sans atmosphère, ancienne, cratérisée, elle ressemble plutôt à la Lune. En réalité, c'est quand même assez différent. Sous quelques kilomètres de manteau rocheux, vous avez un énorme cœur métallique. L'essentiel de Mercure, c'est un manteau complètement métallique. Et résultat, vous avez un puissant champ magnétique, ce qui la rend complètement différente de la Lune et un objet assez exotique à explorer. Et dans ce contexte-là, depuis nombreuses années, on a mis beaucoup de temps à la construire et à l'envoyer, l'Agence spatiale européenne, avec la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, eh bien, a construit cette mission qui s'appelle Bepi-Colombo, que vous voyez là, avec 3 étages. En haut, c'est la partie japonaise. Au milieu, c'est l'orbiteur européen qui va se mettre en orbite autour de Mercure. Et puis en bas, c'est un système de propulsion essentiellement électrique. Alors, si vous voyez cette image, si vous êtes familier avec les sondes spatiales, il y a quand même un truc qui est intriguant, c'est que vous avez des énormes panneaux solaires. Moi, j'ai vu les panneaux solaires quand la sonde était en construction à l'ESTEC, ils sont gigantesques. Et c'est quand même paradoxal, parce que Mercure est 3 fois plus près du Soleil que la Terre, et donc, elle reçoit à peu près 10 fois plus d'énergie solaire. Donc, si tout était normal, on devrait avoir des panneaux solaires 10 fois plus petits. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ? Bravo, ouais, c'est pour ça. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est aussi proche du Soleil, et donc on reçoit 10 fois plus d'énergie solaire, j'ai fait un petit schéma, si on met les panneaux face au Soleil, c'est très bête, mais ils sont chauffés à 380 degrés, parce qu'ils ne peuvent pas se refroidir, et résultat, ça surchauffe, ça va les dégrader, voire les détruire. Résultat, on les met tout le temps, en permanence, on fait très attention, inclinés à 75 degrés, donc ils peuvent rayonner dans l'infrarouge thermique, pour ce qu'on fait un peu de physique, donc se refroidir et rester en dessous de 190 degrés, ce qui permet de les faire survivre et les faire fonctionner. Et donc paradoxalement, quand on envoie une mission spatiale aussi près du Soleil, il faut des énormes panneaux solaires. C'est quand même étonnant, j'ai mis du temps à réaliser et comprendre. Alors un mot sur Mercure, suspense. J'ai mis une vidéo, va-t-elle fonctionner? Je crois que oui. Sur Bepi-Colombo, c'est juste pour vous préciser que, paradoxalement aussi, pour rejoindre un monde comme Mercure qui est à l'intérieur du système solaire, qui est plus proche du Soleil que la Terre, eh bien c'est assez difficile. Parce qu'en fait, quand on va s'éloigner de la Terre et descendre, s'approcher du Soleil, on va tomber et on va accélérer. Résultat, on va tellement vite que c'est extrêmement difficile de s'arrêter pour se mettre en orbite autour de Mercure. Résultat, je vous mets un petit film. On a envoyé la sonde en orbite autour du Soleil et régulièrement on survole soit la Terre, soit Vénus, soit Mercure. Et à chaque fois, on utilise le système, la gravitation de ces mondes pour freiner. Ça nous freine, c'est de la physique, hein. C'est un peu l'équivalent de taper dedans avec une raquette, si vous voulez. Et donc, doucement mais sûrement, donc vous voyez le temps que ça prend, la mission Bepi-Colombo s'approche de Mercure, ralentit, pour pouvoir se mettre sur le même orbite que Mercure, puis en orbite autour de Mercure. Et c'est quelque chose d'assez difficile, ça prend un temps fou, puisqu'il faut régulièrement survoler Vénus, la Terre et Mercure. Alors tout allait bien jusqu'à mai dernier, vous voyez, une petite animation. Et en mai dernier, il y a eu un problème de moteur, on profitait quand on est dans le puits gravitationnel, on freine un bon coup, c'est rentable, c'est pour ceux qui ont fait de la mécanique céleste. Et ça n'a pas bien fonctionné la dernière fois. Résultat, au lieu de faire... donc c'était en... Voilà, on va y arriver. Au lieu de réussir, au lieu de faire l'insertion en orbite qui aurait dû avoir lieu ces jours-ci, elle est reportée de quasiment 1 an, si je ne me trompe pas. Donc, à suivre. Alors, sur Mercure, quels sont les objectifs de la mission? Il y en a plein, hein. C'est extrêmement riche parce qu'elle a été étudiée par 2 missions par le passé. Le premier objectif, c'est d'étudier, alors c'est de la physique, mais j'ai plein de collègues en France particulièrement qui étudient ça. On peut étudier, il n'y a pas d'atmosphère, mais ce qu'on appelle une exosphère. Vous avez plein de molécules d'ions qui sont actifs autour de Mercure, et le tout dans un environnement avec un puissant champ magnétique à nouveau. Et ça, c'est très rare. Je vous ai mentionné Ganymède, mais Ganymède était aussi une exception. Les mondes sans atmosphère avec un champ magnétique. Et donc, c'est un grand sujet d'étude.
d'étudier à la fois les ions et tout ce qui l'interaction entre le vent solaire et la surface, et puis toute la magnétosphère, la structure bien physique pour les physiciens purs et durs de cet endroit-là. Autre chose intéressante sur Mercure, ce sont les régions polaires. Et la raison est la suivante. Alors évidemment, vous avez peut-être donc voici à nouveau Mercure, qui ne paraît pas intéressant comme ça. Mercure est tellement proche du Soleil que les forces de marée, à nouveau, les forces de gravitation, peu à peu, ont redressé son axe de rotation de telle sorte qu'elle tourne sur elle-même exactement perpendiculairement au plan de son orbite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes à l'équateur, vous recevez le Soleil vraiment perpendiculairement. Côté jour, côté nuit, il va faire plus froid. Donc il va faire 420 degrés. Par contre, si vous allez au pôle, eh bien, au pôle exactement, le Soleil sera toujours rasant, exactement à l'horizon. Résultat, et là je vais vous mettre une animation qui a été faite par la mission Messenger, qui était là il y a quelques années. On ne voit pas très bien, hein. Mais si vous êtes exactement au pôle, c'est le centre de l'image. Quand vous êtes au creux d'un cratère, le Soleil n'est jamais présent. Comme il n'y a pas d'atmosphère, il fait extrêmement froid. Étonnamment, l'intérieur des cratères au pôle de Mercure font partie des endroits les plus froids du système solaire. Et résultat, milliards d'années après milliards d'années, quand des comètes tapent dans Mercure ou des choses comme ça, peu à peu, de l'eau s'est accumulée dans ces cratères. Et il y a maintenant de véritables glaciers qui ont été détectés à l'intérieur de ces cratères. On a vraiment envie de les étudier. Alors ça a été détecté avec un radiotélescope, en l'occurrence le grand radiotélescope d'Arecibo. Voilà des images qui ont été obtenues il y a déjà quelques années, en 99. Et on voit en blanc, ce que vous voyez en blanc, ce sont la réflexion de glaciers et de glaces d'eau qu'on ne peut pas voir à l'œil. Mais avec un radar, dans le noir, on peut les détecter. Et voici une cartographie qui a été obtenue, voilà, cet article récent. Et tout ce que vous voyez en bleu, ce sont des glaciers de glace d'eau cachés au fond des cratères, et avec la sonde Baby Colombo est équipée pour pouvoir analyser et étudier ces glaciers d'eau au fond de ces cratères. Voilà un nouveau monde pour ce qui concerne Mercure. Alors je continue ma promenade, on se rapproche de la Terre, on s'éloigne du Soleil. Vénus. Alors Vénus, vous connaissez peut-être, c'est une planète qui fait à peu près la taille de la Terre, et que si vous arrivez avec votre vaisseau spatial à côté, vous ne verrez pas grand-chose. En fait, vous ne verrez même rien avec votre œil, elle est quasiment blanche. Là, c'est une image un petit peu trichée, en fausse couleur, à partir d'une caméra ultraviolet, et on voit des structures nuageuses. En réalité, vous avez donc la surface qui est complètement cachée par des nuages essentiellement d'acide sulfurique, H2SO4, qui font quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Et si vous descendez à la surface, c'est un peu austère, hein, c'est une surface essentiellement volcanique, on se pose des questions. Voilà une image qui date de l'époque soviétique, les sondes Venera 13, 14, qui sont posées en l'occurrence là en 82. Et vous avez donc à la surface une pression écrasante, 90 fois à peu près la pression sur Terre. Et comme c'est une atmosphère composée essentiellement de dioxyde de carbone CO2, vous avez un énorme effet de serre et il fait une température énorme. Si on regarde, là je vous ai fait je vous présente un petit schéma très bête. Si on regarde le profil de température, donc la température en Kelvin, hein, donc 0 degré Celsius c'est ici. Donc dans les nuages, il fait bon. Hein. Quand en fait on est à la pression terrestre, il fait à peu près la même température. Par contre, quand vous descendez sous les nuages, eh bien, la température augmente jusqu'à arriver à 750 K, à peu près 450 degrés à la surface. Alors ça, c'est la planète qu'on étudie aujourd'hui. On a récemment envoyé des missions, une mission européenne qui s'appelait Venus Express, une mission japonaise qui s'appelle Akatsuki, qui ont bien fonctionné, qui étudiait essentiellement la planète actuelle. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de Mercure ? Et on a du mal à voir, hein, parce que toute la planète a été... on voit bien qu'il y a beaucoup de volcanisme, la géologie qui, par exemple, sur la Terre et surtout sur Mars, permet d'enquêter sur ce qui s'est passé autrefois. Bien là, il ne reste plus grand-chose. Et puis, il y a les nuages, c'est pas facile. Alors, on a trouvé des choses... la théorie nous dit pourtant en théorie... voilà, je vais remettre mes mots à l'endroit. Les études théoriques avec des modèles de climat, etc., nous suggèrent que sur Vénus, le passé a pu être complètement différent d'aujourd'hui. Et certains collègues ont fait l'hypothèse que, lorsque Vénus s'est formée, le Soleil était moins lumineux qu'aujourd'hui, et
on a pu penser que de la même manière que des océans se sont condensés sur Terre, ça a pu être la même chose sur Vénus, et que selon des mécanismes étonnants, que je ne vais pas vous détailler, parce que c'est lié au fait qu'il y a des nuages qui se forment du côté jour, Vénus étant une planète qui tourne très lentement sur elle-même, à cause des forces de marée qui ont ralenti sa rotation, eh bien, malgré le fait qu'elle soit plus proche du Soleil, elle a pu, pendant des milliards d'années, être couverte d'un océan et connaître finalement un destin comparable à celui de la Terre. Alors ça, c'est fascinant, puisque pendant tous ces milliards d'années-là, il y avait de la vie sur la Terre, donc pourquoi pas sur Vénus? Donc ça fait beaucoup d'actualité. Vous voyez ici, je vous ai mis un schéma, c'est un peu technique, mais qui montre que, d'après mes collègues Michael Way et Anthony Del Genio, eh bien, ils suggèrent que, en fait, pendant l'essentiel de son existence, Vénus a pu être couverte par un océan, et puis que voilà, il y a simplement 800 millions d'années, bon, c'est pas récent, mais 800 millions d'années, à l'époque il y avait quand même une vie active sur Terre, et bien, tout d'un coup, paf, les océans se sont vaporisés et elle est devenue la Vénus d'aujourd'hui, mais qu'auparavant, elle aurait pu être couverte d'océans propices à la vie. Alors, rebondissement dans ce débat, là je vous mets dans la communauté vénusienne, mon collègue Martin Turbet, il y a quelques années, a fait un article retentissant dans Nature, ça fait la une des journaux, un peu technique quand même, qui dit que, alors non, parce qu'en fait, d'après ses calculs, au moment où on pourrait penser, d'après des calculs simplifiés, que les océans auraient pu se condenser à la surface de Vénus comme sur Terre, il a pu démontrer qu'en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'a pas pu se passer comme ça pour des raisons climatiques un peu complexes, qui disent que lorsque Vénus était jeune et que les océans, après sa formation, étaient encore sous forme de vapeur, eh bien, des nuages se sont formés cette fois-ci du côté nuit. Ils ont augmenté l'effet de serre et ils ont empêché la condensation. Donc voilà vous voyez le genre de débat, d'excitation folle qu'on a dans la communauté. Il a annoncé que, d'après lui, et c'est très très convaincant, qu'en fait, il est possible que jamais l'eau n'a pu se condenser sur Vénus. C'est un peu triste, on aurait aimé qu'il y ait eu des dauphins sur Vénus il y a quelques millions d'années, mais ce n'est pas le cas d'après ses calculs. Mais c'est la science, il est possible que dans quelques mois, quelques années, un autre collègue explore à nouveau le sujet et démontre que non, il y a une erreur et qu'en fait ça a été possible, etc. Je termine ma parenthèse théorique, surtout pour vous dire que dans ce contexte-là, pour enquêter sur Vénus aujourd'hui, mais surtout sur Vénus passée, eh bien, un certain nombre de missions ont été décidées récemment. Après des années et des années, en particulier côté américain, presque 40 ans sans mission vers Vénus, eh bien, il y a un renouveau. Et 3 missions ont récemment été décidées et sont en construction pour aller vers Vénus. La première, à gauche, c'est une mission qui s'appelle Envision. Elle est confirmée. Normalement, elle devrait être lancée dans les années 2030, 2031. Elle est en construction. Elle s'appelle Envision. Et pour simplifier, le travail essentiel qu'elle va faire, c'est utiliser un radar haute résolution pour cartographier et faire de la géologie. Je vous ai dit tout à l'heure, sur Vénus, on ne voit pas grand-chose. L'essentiel de Vénus est recouvert par des coulées de lave récentes. Mais on a bon espoir que dans certains endroits, il y a des restes d'anciens continents, si vous voulez, qui pourraient garder des traces de ce qui s'est passé autrefois. Et ça nous permettrait d'enquêter sur ce qui s'est passé avant l'époque où il y a eu tout ce volcanisme qui a maintenant resurfacé, on dit, la surface. Donc ça, c'est le but de la mission Envision. Il y a une forte participation française, évidemment, parce que c'est une mission européenne. Alors j'ai mis un peu, voilà, en particulier mes collègues du LATMOS à Guyancourt, dans les Yvelines, fournissent le spectromètre ultraviolet. Une autre mission assez proche, qui s'appelle Veritas, est aussi en préparation. Même système, c'est un radar un peu différent, qui va aussi cartographier, voilà, avec une résolution de Veritas sur une résolution de 250 mètres, mais globale. Et puis, le but de Envision, c'est d'avoir une résolution de l'ordre de 10 mètres à 30 mètres, mais en faisant des cartographies locales. Voilà, les deux missions sont assez complémentaires. Et enfin, on peut compléter par une dernière mission qui s'appelle Da Vinci et qui est assez excitante, puisque le but de Da Vinci, je vais passer tout de suite à la vidéo suivante, si elle fonctionne, toc, elle fonctionne, eh bien, c'est de retourner, de se reposer sur Vénus après des dizaines et dizaines d'années sans avoir du tout été sur Vénus. Alors, c'est pas évident, on arrive à très grande vitesse, il faut un bouclier thermique pour protéger l'entrée dans l'atmosphère, on ouvre un parachute et on descend une petite sonde, mais une petite sonde qui doit être bien blindée pour résister à la pression et à la chaleur. Donc, le premier objectif de cette sonde, voilà, il y a les bardées de capteurs, évidemment. On va mesurer, évidemment, la température, la pression, bref, faire de la météo. Et puis, surtout, on va faire de la géochimie pour mesurer à la fois, alors c'est la science, des gaz rares qui marquent, qui sont les indices sur le passé d'une planète,
comme le xénon, vous avez vu, et puis tout plein d'indices pour ce qui concerne les isotopes. Et la géochimie isotopique, c'est un moyen extrêmement puissant qui a permis, par exemple, de raconter l'histoire de la Terre, l'histoire de Mars, et on espère pouvoir faire la même chose sur Vénus. En descendant plus bas, on va pouvoir faire localement de la géologie à très haute résolution, parce qu'on a mis une caméra et essayer encore mieux que depuis l'orbite avec un radar, cette fois-ci, quand on est suffisamment bas, l'atmosphère est assez transparente sur Vénus, et on pourra cartographier ces paysages, et on a choisi exprès un site très particulier, qu'on a l'impression être un ancien continent, et donc voilà. Notez qu'au milieu du chemin, quand on descend sur Vénus, on largue le parachute, parce que sinon, si on garde le parachute, on va mettre tellement de temps à descendre qu'on va surchauffer. Donc on largue le parachute et la sphère que vous voyez va être en chute libre. Mais en fait, l'atmosphère est tellement dense, à 90 bars, on est à l'intermédiaire entre un gaz et un liquide, que la chute libre n'est pas très rapide, elle va se poser à la surface, simplement comme si elle était au fond d'un océan, si vous voulez. Alors j'ai la chance de participer à cette mission Da Vinci, voilà, j'ai fait une photo. Donc ça, on est au Goddard Space Flight Center, c'est dans la banlieue de Washington, et mes collègues sont en train, alors c'est pas le futur modèle de vol bien sûr, mais en train de préparer différents designs pour faire une sphère qui va surporter 90 bars avec tous les instruments. Et bon, c'est assez amusant et passionnant de participer à cette exploration un peu exotique, d'aller au fond d'une atmosphère aussi chaude et épaisse. On continue la promenade, hop, on va éviter la Terre, vous connaissez. Et on arrive sur Mars. Alors Mars, je suis sûr que vous connaissez bien. Voilà un monde dont on parle souvent. Voilà une image qui a été obtenue par la sonde. Une sonde, vous connaissez cette sonde? C'est un satellite d'observation qui est autour de Mars, qui a été fourni par les Émirats Arabes Unis. La mission Hope, Al-Amal en arabe, mission aussi à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et donc, elle a fait plein de belles images, une très très bonne science, alors en collaboration avec des Américains, et puis bon, j'ai eu la chance de participer à cette mission. Alors, Mars, pour le coup, là, contrairement à Mercure et Vénus, c'est une mission qui est un monde qui est extrêmement exploré, avec de très nombreuses missions. Là, je vous ai mis un petit inventaire des missions passées, des missions opérationnelles. Donc, vous n'avez pas moins de 7 satellites en orbite actuellement qui observent Mars. Vous avez 3 engins en fonctionnement. Et bien sûr, c'est un monde particulièrement intéressant parce qu'il ressemble beaucoup à la Terre, parce que c'est un endroit où on pourra bientôt, un jour peut-être, on ne sait pas, envoyer des astronautes. Et puis aussi, je vais vous le dire dans un instant, peut-être que la vie est apparue sur Mars. Alors toutes ces missions nous ont appris beaucoup de choses sur Mars. Si je vais très vite pour vous faire un petit rappel, Mars est un monde à nouveau qui ressemble beaucoup à la Terre. Très bêtement, c'est donc une petite terre désertique. Le diamètre de Mars est à peu près la moitié de celui de la Terre. La durée du jour sur Mars, c'est 24 h 40 minutes. Si vous allez sous les tropiques, typiquement, la température va être de 20 degrés à la surface. Ça, c'est pendant la journée. La nuit suivante, il va faire moins 80, moins 90. C'est quand même un peu plus froid. Vous avez par contre une fine atmosphère de dioxyde de carbone. Donc, il faudrait un scaphandre pour s'y promener. Mais pour le coup, donc il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas d'océan, mais pour le reste, ça ressemble beaucoup à la Terre. Et vous avez par exemple, là on est dans les régions polaires, et vous avez une atmosphère extrêmement active, avec, puisque c'est désertique, très souvent des tempêtes de poussière. Vous avez un cycle de l'eau avec des nuages et des brumes, et puis vous avez un cycle très exotique du CO2, c'est-à-dire que vous avez l'atmosphère elle-même constituée de dioxyde de carbone qui se condense pendant la nuit polaire chaque hiver. Et là, on est au printemps, et donc vous voyez cette belle calotte couche de glace carbonique qui fait plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre d'épaisseur, et qui se sublime, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état solide à l'état de vapeur. Bref, beaucoup d'activités aujourd'hui. Si je prends le titre de ma conférence en disant Mars, le nouveau monde, ce que je dirais, c'est que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on découvre que au-delà de la planète aujourd'hui très active qu'on étudie, on se rend compte que Mars, dans un passé récent et dans un passé lointain, était une planète complètement différente d'aujourd'hui. On sait maintenant qu'il y a quelques millions d'années, elle a connu des âges glaciaires, où elle était quasiment complètement recouverte de glace, avec des glaciers actifs, etc. D'autres périodes, donc ça c'est parce que l'obliquité, c'est-à-dire l'axe de rotation de la planète était incliné, ça chauffait les régions polaires et ça mettait de la glace partout. Inversement, quand l'axe de rotation se redressait, comme sur Mercure, les régions polaires devenaient très froides. À ce moment-là, l'atmosphère elle-même se condensait entièrement dans la région polaire. Et elle a pu connaître des périodes que j'illustre ici à gauche, où toute l'atmosphère s'est complètement condensée dans la région polaire, et c'était une planète complètement différente d'aujourd'hui.
On aurait pu découvrir une planète comme ça aujourd'hui, une planète sans atmosphère, toute l'atmosphère gelée au niveau des pôles. Et puis surtout, ça c'est l'image à gauche, il y a plus de 3,5 milliards d'années, entre moins 4 et moins 3,5 milliards d'années, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, Mars était encore une planète complètement différente, qui était apparemment couverte de lacs et de rivières. En effet, si on prend une image des nombreux terrains anciens qu'on peut observer aujourd'hui sur Mars, donc on voit qu'ils sont anciens, il y a pas mal de cratères qui témoignent du fait que ce sont des surfaces exposées depuis longtemps. Et bien dès qu'on voit dans ces terrains anciens, on voit des traces de lits, des traces de lits de rivière, pas des traces de lits de rivière, et des lacs, des sédiments lacustres. Bref, tout indique qu'à cette époque-là, il y a 3,5-4 milliards d'années, Mars était une planète complètement différente d'aujourd'hui, couverte de lacs et de rivières, peut-être un océan, il y a un débat là-dessus. Et c'est une époque où la vie est apparue sur Terre. Donc évidemment, on se demande ce qui s'est passé sur Mars. Est-ce que la vie est apparue sur Mars? Alors c'est pas facile de mener l'enquête, on n'a pas encore envoyé d'astronautes, mais en attendant, vous le savez sans doute, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des robots géologues, des robots chimistes, comme Persévérance, qui est arrivé là-bas en février 2021. Auparavant, vous aviez la mission Curiosity, qui est là-bas depuis août 2012, et Persévérance comme Curiosity ont été envoyés au fond d'anciens lacs, avec plein de sédiments lacustres, pour essayer de mener l'enquête sur ce qui a pu se passer à l'époque. Alors voilà, c'est très impressionnant. Vous avez des zones sédimentaires immenses avec, vous voyez, tous ces sédiments que vous voyez là. Essentiellement, ce sont des choses qui sont déposées au fond d'un ancien lac à l'époque. Alors vous avez aussi des dunes qui sont formées depuis, mais grosso modo, toute cette région que Curiosity et Persévérance explorent, eh bien, sont vraiment des anciens sédiments lacustres déposés au fond de l'eau. On a pu analyser que cette eau était a priori tout à fait propice à la vie, pas trop acide, pas trop oxydante, donc pourquoi pas. Alors évidemment, ce qu'on aurait envie, c'est de creuser, d'explorer ces sédiments et de trouver un coquillage, trouver une trace de vie. Alors c'est peu probable, à l'époque sur Terre, il n'y avait pas de coquillage, il y avait juste des bactéries. Ça formait parfois quand même des stromatolithes, c'est-à-dire des sédiments particuliers qu'on reconnaît. Pourquoi pas sur Mars, on n'a pas trouvé. Par contre, ce qu'on a envoyé en particulier sur Curiosity, ce sont un micro-laboratoire capable d'analyser les échantillons qu'on ramasse. Le plus souvent, on ne voit pas grand-chose, mais il y a quelques années, on a pu, dans certains sédiments, découvrir la trace de molécules organiques. Enfin. Alors ça a commencé en 2015. Alors je le souligne ici parce que ce sont des opérations, des analyses qui sont faites avec un instrument qui s'appelle SAM. SAM, plus exactement le chromatographe en phase gazeuse de l'instrument SAM, qui est un micro-laboratoire, enfin micro, il est assez gros, hein, qui est à bord de cet engin. Et c'est un instrument français. Donc toutes les découvertes des molécules organiques sur Mars, qui sont des espèces de molécules fossiles, indices d'un passé, ont été effectuées par des Français, comme Caroline Fraissinet, Maëva Milan, etc. Et récemment, ça a fait la une des journaux, là, il y a quelques mois, on a découvert des molécules carbonées assez impressionnantes. Alors, ce n'est pas non plus de l'ADN, hein, mais des molécules assez longues, jusqu'à 10, 11 atomes de carbone, des chaînes carbonées, très simples telles qu'on les a observées, mais c'est issu d'un processus assez compliqué où on les chauffe, on les torture. Résultat, par exemple, les auteurs ont dit ça pourrait tout à fait être à l'origine des acides gras, c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve dans des bactéries. Attention, ils sont extrêmement prudents, ils ne concluent pas du tout qu'il y a la vie. En fait, ce qu'a surtout montré cette découverte, c'est que dans des roches âgées de 3,7 milliards d'années, on est capable de découvrir des molécules fossiles et de pouvoir les étudier. Pour l'instant, de manière extrêmement rudimentaire, parce que c'est quand même des micro-laboratoires assez simples, mais c'est prometteur sur une enquête que l'on pourra mener à l'avenir. Et effectivement, il y a des projets. Alors, premier projet, à nouveau, je me mets en photo, vous avez vu, je m'habille pareil pour qu'on me reconnaisse. Le projet suivant, c'est un rover de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Rosalind Franklin, ce programme ExoMars, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent. Et ExoMars, c'est un projet un peu maudit, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Il y a quelques années, il était en retard, il y a eu le Covid, etc. Puis on était prêt à le lancer en septembre 2022. Le problème, c'est que c'était un lancement et un travail qui était effectué en collaboration avec les Russes, qui ont eu la très mauvaise idée d'envahir l'Ukraine, et donc on a arrêté de collaborer avec eux. Résultat, on n'a plus de fusée, on n'était plus prêt, il fallait un atterrisseur, donc le lancement pour l'instant est reporté en 2028. Néanmoins, ce que je voulais souligner,
c'est que ce programme ExoMars, donc là vous voyez c'était un modèle d'ingénierie pour tester le fonctionnement. ExoMars, c'est un nouveau rover qui va à nouveau aller au fond d'une région où il y a un ancien lac. Est-ce que je peux relancer des vidéos? Eh bien non. Tac. Tac. Et ce qu'il aura de particulier, ce rover, c'est qu'il va être capable, contrairement à Curiosity Perseverance, de forer jusqu'à 2 mètres de profondeur pour analyser des échantillons plus profonds. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ce qu'ont pu analyser Curiosity et Perseverance, on considère que ce sont des échantillons qui sont très proches de la surface. C'est juste une petite foreuse, si vous voulez, mais on prend des petites carottes comme ça. Ils ont été exposés à des milliards d'années de rayonnement, aussi une atmosphère oxydante, tandis que d'après nos modèles, on pense que si on prend des échantillons à 2 mètres de profondeur, là, ces échantillons, les roches, ont été bien mieux protégés de ce rayonnement agressif qui détruit les molécules, et on a espoir de découvrir des molécules organiques bien mieux protégées, des molécules fossiles qui vont bien plus nous en dire sur ce qui a pu se passer au fond de ces lacs et ces rivières de Mars il y a 3 milliards d'années, à l'époque où la vie a été apparue sur Terre. Donc ExoMars, c'est vraiment l'étape suivante dans cette enquête sur le passé lointain de la planète Mars. Et puis l'étape suivante, bien sûr, ce qu'on aimerait, c'est prendre des échantillons au fond de ces lacs, les ramener sur Terre et les étudier en détail. Alors là, avec les laboratoires qu'on a sur Terre, là, on pourra raconter énormément de choses. Là, je vous montre des échantillons qu'on rêve de récupérer. Alors en fait, la mission Persévérance, que je vous ai montré tout à l'heure, elle est conçue non pas pour tellement analyser l'échantillon sur place, mais pour les sélectionner, les mettre dans des petits tubes, je vais y arriver, de ce type-là, et de les préparer pour les ramener sur Terre. C'est la mission de retour d'échantillons martiens, Mars Sample Return. Alors, je crois que j'ai mis un petit film sur ce sujet. Va-t-il démarrer? Tac. Je ne crois pas qu'il va démarrer. Bon, c'est déjà un miracle que les films aient marché jusque-là. Donc, le but de cette mission, qui est vraiment la priorité pour toutes les agences spatiales, en tout cas à côté NASA et ESA, c'est d'aller. On a le projet donc d'envoyer une mission pour aller récupérer ces échantillons. Et c'était prévu pour un lancement d'abord en 2030, en 2032. Une collaboration entre la NASA qui voulait faire un atterrisseur avec une fusée qui redécolle pour les mettre en orbite autour de Mars et l'agence spatiale européenne qui récupère les échantillons et les ramène sur Terre, le Earth Return Orbiter. Bon, en réalité, cette mission s'avérait beaucoup plus complexe que prévu et les Américains surtout ont un peu jeté l'éponge, ont décidé que c'était trop cher et que finalement c'était plus la peine. Alors, je vais passer cette partie-là. Et en fait, ça me fait arriver donc à un inventaire des missions à venir. Là, c'est le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, les missions en cours. Et hop, je chiffre sur la droite. Et vous avez une liste des missions à venir. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Je vous ai parlé du rover qu'on appelle Rosalind Franklin, du programme ExoMars. Et puis, vous avez donc ce programme Mars Sample Return, qui est prévu, qui avait été repoussé jusqu'en 2035. Et pour l'instant, il est annulé côté américain. Il n'est pas annulé côté européen. On a construit le Earth Return Orbiter qui est censé ramener l'échantillon. Maintenant, on ne sait plus quoi en faire parce que les Américains ont dit oh, on ne va pas le faire. Donc voilà, pas de mission Mars Sample Return. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, nos collègues chinois ont prévu une mission de retour d'échantillons. Alors, ils ne vont pas aller ramasser les échantillons qui ont été préparés par la mission Persévérance, qui s'appelle Tianwen 3, et qui devrait être lancée à la fin de la décennie. Et il est possible que l'agence spatiale chinoise parvienne à faire ce retour d'échantillons depuis Mars avant les Américains, avant l'Europe. Et ce sera quand même un moment intéressant où finalement la Chine fera quelque chose que les États-Unis n'ont pas été capables de faire et l'Europe non plus. Donc ce sera peut-être un moment intéressant. Il est possible aussi que si les députés américains réalisent quand même ce fait politique frappant, ils réagissent et décident finalement de financer Mars Sample Return. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Je reviendrai à la fin sur les problèmes un peu politico-financiers de notre époque. En tout cas, je vais terminer sur Mars en faisant un petit inventaire donc des missions en cours. Vous voyez au milieu ici une petite mission qui s'appelle Escapade, qui vient d'être lancée il y a quelques semaines. Ce sont 2 petits microsatellites qui vont être mis en orbite autour de Mars et qui ont pour objectif d'étudier
la magnétosphère, la très haute atmosphère de Mars, les problèmes d'échappement de l'atmosphère, la bonne physique. Et puis, je vous ai mis un Phobos, vous voyez ici. Phobos, c'est une lune, une des 2 lunes de Mars. Vous avez Phobos et Deimos. Et les Japonais vont lancer dans quelques mois, là seulement maintenant, la mission MMX, Mars Moon Exploration, pour aller sur Phobos, ramasser un échantillon et le ramener sur Terre. Donc une espèce de retour d'échantillon, mais pas depuis Mars, depuis la lune Phobos. La lune Phobos, vous voyez, c'est un petit corps qui fait 13 km de diamètre seulement, qui est en orbite autour de Mars. On n'est même pas sûr de savoir si c'est un morceau de Mars qui a été éjecté suite à un impact d'astéroïde il y a quelques millions, voire milliards d'années, ou si c'est une astéroïde qui a été capturée. Dans les 2 cas, c'est un peu mystérieux. Et donc, évidemment, ça va être intéressant de ramener un échantillon. Si c'est un morceau de Mars qui a été éjecté, ça nous fera un échantillon de Mars ramené sur Terre. Donc la mission MMX, Mars Moon Exploration, elle nous intéresse beaucoup en France parce qu'on a une forte participation à cette mission. On a fait un petit rover qui va aller se promener sur la Lune, et puis on a un spectromètre qui va permettre d'analyser et de contribuer à toute cette aventure. Donc j'ai plein de collègues qui sont dans l'équipe scientifique de ce projet MMX. Un truc que je n'ai pas mis ici, c'est que je vous ai mentionné que pour la mission Mars Sample Return, l'Europe avait préparé un satellite de retour des échantillons qui s'appelle le Earth Return Orbiter, ERO, et on se retrouve avec ce satellite qui est quasiment construit. Les Américains ont dit « oh non, on ne va pas le faire », donc on se retrouve avec ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Probablement une future mission martienne. Moi, avec d'autres collègues, on rêve, et avec l'Agence spatiale européenne, d'en faire un satellite d'observation de l'atmosphère. Évidemment, c'est ma science, je ne suis pas objectif, mais il est possible que cette mission Earth Return Orbiter devienne une future mission qu'on appelle ZEF-ERO. ZEF, ça veut dire le vent. Et donc, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, vous entendrez parler d'une nouvelle mission qui s'appelle ZEF-ERO, qui est en fait la réutilisation de l'orbiteur ERO pour aller étudier l'atmosphère de Mars. Voilà. Le temps passe. Je pense qu'on va quitter Mars et on va retourner près de Jupiter. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jupiter parce que je vous ai parlé des lunes de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto. Mais vous avez donc ces 2 missions, JUICE et le Europa Clipper, qui vont tourner sur Jupiter. Et en particulier JUICE, bien sûr, non seulement on va observer les lunes, mais on va aussi observer la lune Jupiter lui-même. Jupiter, donc ce monde extraordinaire, qui fait 11 fois le diamètre de la Terre et qui tourne assez vite sur elle-même et qui a une atmosphère complètement fascinante d'hydrogène et d'hélium avec plein de nuages d'ammoniac, d'eau et de mélange d'eau et d'ammoniac. Et alors, c'est un peu un nouveau monde parce qu'après avoir été étudié il y a de nombreuses années par les missions Voyager, la mission Galileo, pour ceux qui connaissent, elle a été un peu redécouverte avant les futures missions en cours par une sonde qui s'appelle Juno et qui est en orbite autour de Jupiter depuis 2016. Alors, c'est à ce moment-là que j'avais prévu de faire une petite pause, de vous montrer des films de cette atmosphère qui est magnifique, pendant que Frédéric Bousquet aurait joué de son instrument extraordinaire. J'ai écouté, c'est magnifique, ça aurait été parfait. Je vais quand même faire un petit extrait, juste pour vous montrer l'extraordinaire beauté de ce monde, révéler un petit peu, alors ça c'est une image de Voyager, mais tout le reste vient de la mission Juno, de cette atmosphère extraordinaire, incroyablement complexe, mais magnifique. Donc ça, c'est la fameuse grande tache rouge qui a été révélée un peu par Juno. Et on voit cette complexité avec ces cyclones, ces anticyclones. En fait, vous avez plein de tourbillons révélés par les nuages qui, pour les physiciens, combinent entre eux. Vous avez ce qu'on appelle une cascade d'énergie inverse qui forme les jets, donc une dynamique atmosphérique assez complexe et fascinante qu'on essaye de comprendre, nous, scientifiques. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, là, vous avez une image de Jupiter récente et j'ajoute juste d'autres études qui sont faites actuellement, par exemple avec le James Webb télescope dans l'infrarouge thermique. Le James Webb, vous connaissez tous, ce nouveau télescope assez grand, gigantesque, télescope spatial, et qui vraiment nous permet non seulement d'étudier les galaxies lointaines, ce dont on parle le plus souvent, mais aussi de regarder un petit peu les mondes du système solaire, et en particulier pour sur Jupiter, la moisson de nouvelles données est assez formidable. Donc ça, c'est Jupiter. Vous avez aussi, juste un peu plus loin, donc 2 fois plus loin en fait, à 10 fois la distance Terre-Soleil, Saturne. Saturne qui est bien sûr extraordinaire avec ses anneaux, mais qui possède une atmosphère tout aussi complexe que Jupiter. Malheureusement, je dirais l'atmosphère elle-même, avec ses nuages extraordinaires, est un peu voilée par cette couche orangée
qui est une couche de particules organiques, une brume, si vous voulez, qui masque un petit peu les nuages. Mais bon, elle a l'avantage, elle, d'avoir été explorée en détail par une mission extraordinaire qui s'appelle Cassini, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été lancée en 1997, qui arrive en 2004, qui a fonctionné jusqu'en 2017. Et on a obtenu plein de données. Donc c'est vraiment, on a pu vraiment étudier cette atmosphère. Alors, ce n'est pas facile de voir le plus souvent à cause de ce voile, mais vous voyez ici, par exemple, un zoom sur le pôle Nord. Si vous regardez bien, vous voyez que les nuages forment une espèce d'octogone qui est assez fascinant, qu'on essaie d'étudier, dont on essaie d'étudier la dynamique. Et puis, si on zoome vers le pôle, bah on voit, bon là c'est un peu sombre, mais on voit ce vortex exactement centré sur le pôle qui est assez fascinant. Alors, fort des données de Cassini, essentiellement, et de l'augmentation de la puissance de calcul, depuis quelques années, mes collègues dans mon équipe, Aymeric Spiga, Sandrine Gerlet, essayent, pour la première fois, de modéliser, de coder, de simuler le comportement de cette atmosphère. Alors c'est un défi assez extraordinaire. Il faut, par exemple, là je vous montre des simulations qui ont été faites, j'espère qu'elle va démarrer. Ça a démarré quand même. Je reprends, peut-être je vais appuyer. Oups. Je touche à rien. Voilà. Donc ça, ce sont des simulations numériques de planètes géantes comme celle-là. Et pour ceux qui connaissent un peu le calcul scientifique, c'est une simulation qu'on fait tourner sur 10 000 cœurs en parallèle. Il faut un gros supercalculateur, quoi. On ne peut pas faire ça sur votre téléphone. Et donc voilà le genre de résultat. Alors pour être honnête, c'est joli, mais ça ne correspond pas exactement à ce qu'on observe. C'est encore un défi. Néanmoins, on voit bien, vous voyez le vortex au centre, c'est le pôle. Donc on retrouve bien le petit vortex centré sur le pôle, qui est aussi un peu ici. Et puis surtout, ce qu'on peut analyser, c'est l'essentiel de la science qu'on a fait, c'est cette fameuse cascade d'énergie qui fait que les petits tourbillons qui se forment naturellement sur un monde comme celui-là, dès que vous avez un petit contraste, qui vont se combiner pour former des jets qui vont aller dans les deux sens, à ce qu'on observe bien. Et voilà le genre de physique que l'on fait. On est très loin, vous voyez, les jets que l'on forme, ça c'est les vents qu'on arrive à simuler. Et on arrive à comprendre cela. Mais par contre, le détail, le fait que, par exemple, autour de l'équateur, les jets sur Jupiter vont dans le sens prograde, c'est-à-dire qu'ils tournent dans le même sens que la planète, c'est pas facile à simuler. On a plutôt l'inverse, etc., etc. On mène l'enquête, mais c'est vraiment un nouveau défi pour nous qui étudions les atmosphères. C'est un bon test aussi pour les modèles de climat, comme ceux qu'on utilise sur Terre. Ça les met bien à l'épreuve et on essaie d'améliorer comme ça les calculs que l'on fait. Donc ça, c'était Jupiter, Saturne. On a parlé des lunes glacées. Il reste une star parmi les nouveaux mondes autour de Saturne. C'est bien sûr Titan, une grosse lune de Saturne qui possède une épaisse atmosphère d'azote. Enfin, une fois, la pression à la surface, c'est 1,5 bar, une atmosphère et demie, et qui, elle aussi, a été étudiée en détail par les missions Cassini, par la mission Huygens. Cassini, c'était l'orbiteur que vous venez de voir. Huygens, c'était une sonde européenne qui s'est posée à la surface en 2005, mission européenne. Et là, il y a vraiment de choses à raconter. Moi, ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire. Dans les régions polaires de Titan, vous avez des lacs et des rivières. Alors, ce n'est pas de l'eau liquide, c'est du méthane liquide essentiellement. Et on a pu cartographier. Le tout est un peu caché par des brumes organiques. En fait, c'est une atmosphère d'azote avec pas mal de méthane. Et le rayonnement ultraviolet a tendance à casser les molécules de méthane et créer des bulles organiques, des suies, si vous voulez, du plastique, ce qui donne son aspect jaunâtre. Mais grâce à un radar, un peu comme sur Vénus, on arrive à cartographier la surface. Et ce qu'on a découvert dans la région polaire, eh bien, ce sont des véritables mers de méthane liquide. Et c'est quand même assez extraordinaire puisque ça a toutes les caractéristiques de ce qu'on trouve sur Terre. Vous avez des canyons, des rivières. Et vous voyez ici tous ces réseaux de rivières. Il pleut, à la bonne saison, il pleut. Et puis ça forme des canyons. Et voilà un petit zoom sur toutes ces régions. Donc vous avez des îles, des fjords, tout ça est découpé, c'est assez fascinant. Et par exemple, dans cette région ici, qu'on observe régulièrement par radar, on observe des choses étonnantes, c'est que vous avez, selon les années, la côte semble changer. Comment c'est possible? Est-ce que vous avez des marées? Est-ce que le niveau du lac change? Alors on a bien analysé, non. Qu'est-ce qui fait que des îles éphémères apparaissent puis disparaissent? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez des petites formations qui se font au bout de cette petite péninsule. Alors ça a été l'objet d'enquêtes.
Et d'après mes collègues, en particulier des collègues basés à Reims, ils ont pu démontrer que le plus probable, c'est que vous avez là, suite, on ne sait pas trop pourquoi, un espèce d'île, de bulle qui se forme. Alors j'aime bien cette anecdote parce que c'est des collègues basés à Reims et le système français académique a demandé qu'il y ait des fusions de laboratoires. Et à Reims, ils ont fusionné le laboratoire de planétologie avec le laboratoire de n'importe quoi, y compris l'équipe effervescence, essentiellement financée par l'industrie du champagne. Et c'est la synergie entre l'équipe planétologie et l'équipe effervescence, financée par l'industrie du champagne, qui a pu enfin expliquer l'origine de ces îles éphémères, probablement constituées de bulles de méthane. Bon, il fait moins 180 degrés, hein. C'est un endroit un peu exotique. Alors, continuons de promenade. On a déjà dépassé Jupiter, Saturne. Bah là, on va aller assez vite. Ah oui, j'ai oublié quelque chose sur Titan. Une mission est en développement et est en cours. Une mission extraordinaire qui s'appelle Dragonfly, dont vous avez peut-être déjà entendu, et qui est en développement. Dragonfly, c'est un énorme octocoptère qui fait presque une tonne, qui fait 4 mètres d'envergure. J'espère que le film va fonctionner. Et qui va être lancé dans quelques années. Là, tout est presque construit. Et va se descendre dans l'atmosphère de Titan et aller explorer Titan. Alors, c'est pas comme sur Mars, on a trouvé que le meilleur moyen de se balader, c'était avec des roulettes. Mais sur Titan, la gravité étant moindre, l'atmosphère extrêmement dense, elle est froide et puis il y a 1,5 bar d'azote, eh bien, le plus simple, c'est de se promener avec des hélices et de se balader là-dedans. Donc là, voilà, c'est un petit schéma qui vous montre toutes les analyses qui vont être faites avec Dragonfly. Bon, l'essentiel du temps, cette mission-là va se poser et va analyser. Alors j'en parle avec plaisir parce que dans cette mission, vous avez un ensemble d'instruments et une partie de cet instrument, à nouveau, un petit peu comme sur Curiosity, est fournie par une équipe française, et en particulier le chromatographe en phase gazeuse, et ce qu'on appelle les fluidiques, c'est-à-dire les diabrades d'hélium qui permettent de propulser les échantillons dans le système de micro-laboratoire automatisé. Et bien, tout ça est fourni par la France, et le CNES, et le laboratoire Latmos. Et donc, voilà, une forte participation française dans cette mission extraordinaire dont je pense vous entendrez parler. Alors, ce n'est pas tout de suite parce que c'est loin, mais voilà une mission vraiment impressionnante. Et vous avez aussi une participation sur certains instruments météo, et en particulier quelques capteurs qui sont dans les pattes, là, vous voyez ce qui est en jaune, qui permet d'analyser la texture de la surface. Donc Dragonfly, la mission en route, et qui va bientôt être lancée dans 2-3 ans, je crois maintenant. Donc ça, c'était pour Saturne. J'arrive presque au bout des missions en projet, on a fait bien le tour. Je dois mentionner que dans différentes agences spatiales, une autre priorité qui est maintenant affirmée et officielle, c'est de retourner explorer ces autres mondes qui sont Uranus et Neptune. Pourquoi ? Parce qu'on les a peu étudiées, elles ont juste été survolées par Voyager dans les années 80, et aussi parce que autour des autres étoiles, le type de planètes qu'on découvre le plus souvent, ce sont des planètes comme Uranus et Neptune. Les planètes géantes sont rares, les planètes rocheuses sont rares, ce qu'on trouve partout, c'est des Uranus-Neptune. Uranus-Neptune, ben voilà une image d'Uranus prise par le James Webb Space Telescope, donc où on voit de magnifiques anneaux dans l'infrarouge. Eh bien, sur Uranus comme Neptune, c'est à peu près 15-20 fois la masse de la Terre, 4 fois le diamètre de la Terre, donc 2 fois, voire 3 fois plus petit que Jupiter et Saturne. Ce sont des mondes de glace et bon, voilà, couverts de nuages. Hein. Alors les couleurs ne sont pas faciles à régler. Uranus a probablement cette couleur-là. On montre souvent Neptune avec cette couleur-là, mais il a été démontré récemment que cette couleur était tout à fait fausse et que, en fait, Neptune ressemble plutôt à Uranus comme là. En tout cas, ce sont des mondes intéressants, même si on voit un truc bleu, mais il y a une dynamique très importante et nous-mêmes, dans mon laboratoire, on travaille aussi à la modélisation de l'atmosphère, les tempêtes, tout ce que l'on peut voir là-dessus. Alors sur Neptune, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, mais on n'est pas prêt d'y retourner pour le coup. Autant on va retourner près d'Uranus, Neptune, c'est pas de sitôt. C'est dommage parce que Uranus possède un petit satellite qui s'appelle Triton et qui est très très intéressant parce qu'il possède une atmosphère. Dans le système solaire, vous avez 10 atmosphères. Je vous laisse réfléchir. Et parmi ces 10 atmosphères, vous avez l'atmosphère de Triton, qui a une petite atmosphère d'azote qui a été uniquement observée par Voyager en 1989. Voilà, je suis presque arrivé à la fin de mon périple.
Au-delà de Neptune, on a ce qu'on appelle les objets transneptuniens. À une époque, on disait les objets de Kuiper, qu'on a découvert seulement dans les années 90, à une exception, c'est le Pluton. Donc Pluton a été, lui, découvert en 1930, et pendant des années, c'était la 9e planète. Et puis, vous le savez sans doute, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'un peu derrière Pluton, il y avait 1, 2, et finalement des dizaines de milliers de corps, certains plus massifs que Pluton, qui étaient en orbite, et ce qui a causé le déclassement de Pluton, qui était autrefois une planète, comme planète naine. Ça, c'était en 2006. Mais en réalité, juste avant cette déclassification, la NASA avait sélectionné une mission qui s'appelle New Horizons et qui a été lancée pour découvrir et révéler Pluton. Et je voulais dire un mot là-dessus. J'ai eu la chance de participer à cette mission New Horizons. Alors New Horizons, c'est une mission particulière parce que le but, c'est d'aller explorer Pluton, qui est vraiment loin. Je vous ai dit Jupiter. Pour vous donner un exemple, JUICE va mettre 8 ans pour rejoindre Jupiter. Okay, et là, Jupiter est à 5 fois la distance Terre-Soleil, 5 unités astronomiques. Pluton est à entre 30 et 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc il y avait un défi, c'est comment y aller sans mettre 50 ans pour y aller. Alors la tactique a été faite. Ça a été de prendre à l'époque la fusée la plus puissante qu'on pouvait trouver, donc une Atlas 551 pour les spécialistes, qui est capable de mettre 20-25 tonnes en orbite. Et dedans, on a mis quoi? On a mis une petite sonde. Hop, ça coince. Ça passe plus? Ouais, un petit return pour essayer de débloquer. Je pense que c'est la vidéo qui a coincé en fait. Peut-être en faisant escape et en allant sur la suivante. Je vais essayer de débugger. Ah, c'est bon, parfait. Ouais, non, mais le truc, c'est que j'ai passé sur l'autre. Alors, je ne sais pas si Ah, bon, on verra. Donc, dans cette fusée qui est capable de mettre 25 tonnes en orbite, on a mis une sonde de 478 kg tout mouillé. Alors, tout mouillé, c'est-à-dire avec le carburant. Et évidemment, on a pu accélérer. Et voici évidemment la sonde la plus rapide jamais envoyée. Alors, j'espère que le film suivant va marcher. Tac. Donc, la sonde a été lancée le 19 janvier 2006, et elle a rejoint la Lune en quelques heures. Et elle a rejoint Jupiter, je vous ai dit tout à l'heure 8 ans pour JUICE pour aller à Jupiter. En 13 mois, elle avait déjà rejoint Jupiter, elle a profité de Jupiter pour être accélérée. Et puis finalement, voilà, rapidement, en une petite dizaine d'années, on a pu rejoindre Pluton, grâce à cette stratégie d'une grosse fusée, une petite sonde et l'accélération à Jupiter. Et ça a été formidable. Cocorico, le 14 juillet 2015, peut-être certains s'en souviennent, on a pu survoler Pluton qui était absolument inconnu. Enfin, on avait pu détecter une atmosphère, etc. Mais surtout, c'était quelques pixels avec les meilleurs télescopes. On ne savait pas à quoi elle ressemblait. Et tout à coup, en quelques heures, on a reçu des images et on a découvert à quoi ressemblait Pluton. Alors, on a vu cette boule marronasse. C'est pas très beau, mais en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que déjà, si je vous le montre en fausse couleur, on découvre une planète extrêmement active, extrêmement riche, un espèce de cœur là que vous voyez. À gauche, vous avez un océan d'azote solide, à droite, des glaciers de méthane, le tout recouvert de brume organique. Et puis, quand on a regardé Pluton à contre-jour, alors hop, on s'est rendu compte, on le savait, mais on a pu imager une atmosphère magnifique, une atmosphère d'azote avec un peu de méthane et plein de brume. Donc un monde assez extraordinaire. Et puis donc, voilà, on a fait quelques images très impressionnantes. Vous voyez là un relief très très riche. Vous avez cet océan de glace d'azote. Et l'azote, à cette température-là, il fait moins 235 degrés, 38 Kelvin. Et donc l'azote, en fait, qui s'accumule dans ce cratère ici, qu'on appelle Sputnik Planitia, Planum, souvent s'accumule là et forme des glaciers qui vont sculpter des falaises, un peu comme à Yosemite ou dans les Alpes. Et donc vous avez ces montagnes qui présentent des falaises de 5000 mètres de haut, le tout recouvert de brume organique. Ça fait un monde magnifique. Alors, un truc qui était intéressant avec New Horizons, c'est que non seulement elle a découvert Pluton, mais elle a découvert le système de Pluton. Alors Pluton, il y a
une lune qui s'appelle Charon. Ce qui est marrant, c'est comme Charon fait à peu près la moitié de la taille de Pluton. Donc là, c'est un film qui a été fait en arrivant. Eh bien, vous voyez que Pluton et Charon tournent autour d'un centre de gravité commun qui est à l'extérieur de Pluton. Et vous avez 4 petits satellites que je ne vais pas présenter. Par contre, je vais vous parler de Charon, là, la petite lune que l'on voit tourner autour de Pluton. Voici Charon. Alors, pour le coup, c'est moins intéressant que Pluton. Il n'y a pas de glacier, c'est essentiellement de la glace d'eau. Et vous n'avez pas d'atmosphère. Mais quand même, voilà un monde étonnant. À nouveau, une exploration. Alors, une petite anecdote en passant, c'est que aussi bien sur Pluton que sur Charon, quand on découvre ça, il faut, comme les explorateurs d'autrefois qui allaient en Antarctique ou je ne sais où, il faut nommer les choses. Et ça, c'est assez amusant. Alors, on avait fait un site web, parce que surtout mes collègues américains avaient créé un site web où le grand public de tous les pays pouvait faire des suggestions. Alors, je ne vous ai pas trop parlé de Pluton, mais sur Charon, là, pour le coup, tout le monde s'est un peu lâché. Et donc finalement, voici les noms qui ont été donnés aux différentes structures géologiques. Alors, la tradition, souvent, vous savez, c'est de donner des noms un petit peu liés à la mythologie, etc. Voilà, on commence à avoir vu ça. Donc finalement, la thématique sur Charon, c'était plutôt la science-fiction et la pop culture. Donc pour vous dire, dans la partie nord ici, on a pris la mythologie de Star Wars. Donc vous avez le cratère Leia, Skywalker, Dark Vador cratère, voilà. Ici, vous avez le monde plutôt lié à Alien, avec le Nostromo Chasma et le Ripley cratère. Et puis ici, vous avez toute une région qui est un petit peu liée au monde de Star Trek, avec le Kirk cratère, etc. Donc, ce n'est pas encore complètement accepté par l'UAI, c'est-à-dire l'équivalent de l'ONU pour les astrophysiciens, mais on a bon espoir. Et donc, ces noms devraient rester. Donc, peut-être dans 500 ans, les futurs astrophysiciens se diront « Mais qui était le capitaine Kirk, quoi ? Qu'est-ce que c'était ?» Donc ça devrait rester. Bon, le temps passe, je vais sauter l'histoire suivante, qui était amusante, mais ce n'est pas très important. Je vais arriver bientôt à la fin. Hop. Tac. Pour vous raconter, pour terminer cette histoire des nouveaux mondes, que la sonde New Horizons, après avoir survolé Pluton le 14 juillet 2015, a continué et a fini par trouver une cible et avec un peu de carburant à détourner sa trajectoire pour aller survoler. C'était le 1er janvier 2019, un autre monde, alors petit, vous voyez, une espèce de bonhomme de neige avec 2 corps, qu'on appelait Arrokoth. Au début, on l'avait appelé Ultima Thule, mais c'était rebaptisé Arrokoth, pas un très joli nom, mais bon. Et donc, vous avez ce petit monde qui fait une 30-35 km de long. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, alors la science est passionnante, hein, le tout est couvert de molécules organiques, etc. C'est très froid, bien sûr, mais c'est l'exploration la plus lointaine jamais réalisée. On est à 43 unités astronomiques, 43 fois la distance Terre-Soleil. C'est le record. On n'a jamais exploré plus loin que ça. Alors, la sonde New Horizons continue, mais elle est dans l'espace. Elle ne survole pas un autre monde, même petit comme celui-là. Et les autres sondes qui sont aussi loin ne font pas ça non plus. L'exploration la plus lointaine jamais réalisée. Et je vous remercie. Alors, un grand merci François, c'était passionnant, je pense que tout le monde a vraiment apprécié. Et on peut passer un petit peu aux questions. Ouais, volontiers. Hein, voilà, donc si vous souhaitez poser une question, vous levez le doigt comme à l'école. Merci. Philippe Clermont, à IAC, il y a eu une présentation des Émirats arabes unis sur un projet de mission vers des astéroïdes, qui consistait à survoler 6 astéroïdes et à se poser sur un 7e. Tu n'as pas du tout parlé de mission vers les astéroïdes. Est-ce que ce n'est pas une mission significative ou... Si, j'ai fait un choix éditorial. Néanmoins, je ne l'ai pas trop mentionné, mais voilà, les flèches que je montre là sont un peu pour témoigner. Je n'ai pas pu tout couvrir. Donc vous avez actuellement des missions comme Psyche, et notamment de cette mission des Émirats arabes unis, que je connais un peu parce que c'est dans la foulée de la mission donc, que j'ai mentionnée brièvement vers Mars. C'est à peu près la même équipe, donc c'est le MBRSI, Mohammed bin Rashid Space Center à Dubaï, qui construit cette mission, à nouveau avec les équipes de l'Université du Colorado.
Et donc, oui, c'est une mission assez intéressante qui va, je crois, être assez passionnante. C'est vrai que je suis moins spécialiste des astéroïdes, mais ouais, on aurait pu en parler. De même que les 2 missions actuellement en cours vers les 2 missions américaines actuellement en route vers les astéroïdes. Il faudra revenir, François. Non, mais là, pour le coup, les astéroïdes, il vaut mieux me prendre un meilleur spécialiste, parce que moi, quand même, mon dada, ce sont les atmosphères, les glaciers, les exosphères. Alors, les astéroïdes, moins. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de cette présentation géniale. J'ai quand même une question, ce n'est pas astéroïde, mais c'est quelque chose qui n'est pas les planètes. C'est Oumuamua. J'ai entendu dire que techniquement, il était possible de le rattraper si on s'y prenait assez vite, donc en utilisant bien sûr toutes les accélérations gravitationnelles que vous avez évoquées. Je voulais avoir votre avis, est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Alors, Oumuamua, pour rappel, c'est un objet assez fascinant qui a été découvert il y a quelques années, qui est, on va dire, une astéroïde qui a traversé le système solaire à grande vitesse, démontrant que c'était un corps qui ne venait pas du système solaire, mais d'un autre système, et qui passait à travers. Alors, elle a fait un peu la une de journaux, notamment à cause d'un personnage un peu particulier qui s'appelle Avi Loeb, un professeur d'Harvard, qui a dit n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a dit « Oh !» ça, à mon avis, c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Alors, nous et d'autres, enfin les collègues ont dit bah, il faudrait quand même avoir une preuve. Il a dit ouais, vous ne savez pas penser hors de votre out of the box, vous êtes nuls. Évidemment, on a tous lu Arthur Clarke, Rama, c'est exactement la même histoire. Ça nous fait rêver. Néanmoins, Oumuamua est un corps très intéressant. Mais en gros, on peut démontrer qu'il n'a rien de particulier. Il est quand même quelque chose d'assez particulier quand même. C'est qu'il est relativement oblong ou en forme de crêpe. Ce qu'on peut démontrer, c'est qu'il est probablement en forme de crêpe. À l'origine, on avait mentionné qu'il était en forme de tube, mais il est quasiment démontré qu'il est en forme de crêpe, ce qui est quand même rigolo. Mais physiquement, ça a du sens. Par exemple, je vous ai montré une photo d'Arocote. Vous avez vu le truc en marron en forme de bonhomme de neige. Et ce sont des crêpes. Hein. Ça ressemble à des pancakes. Donc physiquement, il y a des raisons de faire ça. Et qui a traversé à grande vitesse le système solaire. Alors ma réponse, c'est que c'est quand même très intéressant, mais avec les moyens modernes, on se rend compte maintenant que des objets comme cela traversent régulièrement le système solaire. On est déjà à 3 objets interstellaires qu'on a détectés. Récemment, actuellement en cours, vous avez la comète Atlas 3, c'est une comète pour le coup. Et donc je pense que la bonne stratégie, c'est non pas de rattraper Oumuamua, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de raison, on a quasiment démontré que les élucubrations d'Avi Loeb étaient, je pense, non fondées, il n'y a aucune raison de penser qu'elle est particulière. Par contre, ça pourrait être vraiment passionnant de se préparer, un peu comme dans Rendez-vous avec Rama pour les amateurs de science-fiction, avec une mission robotique, de se préparer pour essayer d'intercepter un de ces objets et de l'étudier à l'occasion. Pour l'instant, ce qu'on peut faire quand même, c'est l'étudier avec les grands télescopes, essayer de capturer des spectres, analyser sa nature. Donc on a déjà 3 objets comme ça. Avec les nouveaux télescopes modernes de détection d'objets, etc., je pense qu'on va découvrir plein dans les années qui viennent. Et à terme, peut-être un jour, on pourra envoyer une sonde robotique pour le rattraper. Rattraper Oumuamua, c'est quand même vraiment un problème, et puis c'est pas justifié. Il vaut mieux étudier les futurs objets, nombreux, je pense, très nombreux, qui vont traverser le système solaire à l'avenir. Pardon. Bonsoir, Antoine Meunier, journaliste. Tout à l'heure, vous nous avez parlé... D'abord, merci pour la présentation qui était passionnante. Vous avez parlé de la mission Da Vinci qui doit se poser sur Vénus d'ici 3 ou 4 ans. Non, elle va se poser plus... oui, à lancer après 2030. Après 2030, pardon. Donc se poser sur Vénus, c'est quand même pas une mince affaire compte tenu de l'atmosphère. Les missions Venera en savent quelque chose puisqu'elles ont tenu, je crois, même pas 2 heures de mémoire. Quelle va être la durée de vie de Da Vinci et comment fait-on pour améliorer, pour pousser plus loin la durée de vie de la capsule ?
DaVinci est vraiment conçu pour faire des mesures pendant la descente, qui est déjà assez longue, et non, la durée de vie sera à peu près du même ordre que pour les missions Venera. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on met l'électronique dans la sonde, protégée thermiquement le mieux possible, avec une doudoune, un édredon si vous voulez. Elle se pose à la surface, et puis là, il n'y a aucun moyen thermodynamique de climatiser. Et donc peu à peu, la chaleur rentre, et puis au bout d'un moment, la chaleur atteint des niveaux insupportables pour les batteries électroniques, et puis on perd la sonde. Donc la durée de vie va être de moins de 2 heures, je pense. Ouais. Bon, je vais poser une question vraiment terre à terre. Michel Ramadier, donc, du réseau des sports de l'air, construction d'aéronefs. Tout ça, ça ne serait pas possible si jamais on n'avait pas nos amis ondes radioélectroniques du spectre, disons, qui va à 300 000 km par seconde. Ces ondes viennent du fin fond de l'univers. Comment on arrive à avoir, disons, des informations? Comment on arrive à recevoir ces ondes qui viennent de millions de kilomètres? Et parce que tout ça, c'est dans le bruit. Il y a donc des systèmes très, très spéciaux. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu ça. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Ce que je sais, c'est qu'un des grands enjeux quand on veut faire des missions interplanétaires, donc aller jusqu'à des milliards de kilomètres comme New Horizons, c'est de communiquer, de renvoyer les informations. Et donc, toutes les agences spatiales, enfin à commencer par la NASA et l'Agence spatiale européenne, on a des réseaux d'énormes antennes, donc autour du globe, pour toujours pouvoir être disponible. Donc, en Europe, on a une antenne en Espagne, les Américains aussi, une antenne en Australie, et puis voilà, il y a côté Amérique. Et donc c'est des énormes antennes. Les missions spatiales elles-mêmes, elles ont une antenne parabolique qu'elles pointent vers la Terre, et puis on communique comme ça. Alors c'est pas facile, hein. Par exemple, pour vous dire, je ne sais pas si c'était ça la question, mais la mission New Horizons, on a survolé le 14 juillet 2015. Donc on a pris un certain nombre d'images automatiquement pendant un peu plus de 24 heures, des spectres, des images, plein de données. Et ensuite, hop, on s'est éloigné de Pluton. On a envoyé quelques images vite fait, très compressées, et ensuite on a envoyé toutes les données. Ça a mis plus d'1 an. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait l'équivalent de 7 gigas, mais ça a mis plus d'1 an. C'était très lent. Mais parce que New Horizons était extrêmement loin, à presque 5 heures-lumière à ce moment-là. Donc plus de 5 milliards de kilomètres, c'est vraiment lent. Sur Mars, on arrive à avoir du haut débit quand même. On envoie des térabytes. Bon, on y arrive depuis longtemps maintenant. L'avenir de cela, c'est une technologie où on utilisera des lasers. C'est en développement, c'est en test. Mais pour l'instant, on utilise la bande X, bande K, avec des grosses antennes. Alors, les antennes qu'on utilise sur Terre, elles font 60 mètres de diamètre, hein. C'est des espèces de radiotélescopes. Excusez-moi, oui. On va passer de l'autre côté du micro dans 2 minutes. Olivier de Goursac de la Commission astronautique de l'Aéroclub de France. Une petite question. Merci beaucoup, la conférence est superbe. J'ai été intrigué par donc une très belle image de Jupiter que vous avez montrée, en particulier la grande tache rouge. Et en fait, est-ce que, comme vous êtes un dynamicien patenté des atmosphères, est-ce que vous avez une explication, ou peut-être il n'y en a pas, comment ça se fait que la grande tache rouge diminue? Elle a perdu, maintenant elle est qu'un tiers de sa taille qu'on observait au 19e siècle. Et que vous savez pourquoi? Ou est-ce qu'elle va complètement disparaître un jour? Ou est-ce qu'elle va réaugmenter? Est-ce que vous avez une idée? Ou vous n'avez peut-être pas du tout étudié ça? Alors, je n'ai pas d'idée personnelle, mais je suis un petit peu la littérature, parce qu'évidemment, c'est la grande tache rouge. Tout indique qu'elle fluctue, en fait. Moi, je ne pense pas qu'elle disparaisse. Je pense que les derniers travaux que j'ai pu lire sur ce sujet, le fait qu'elle disparaisse, qu'elle diminue, c'était quelque chose qui était un peu d'actualité il y a une quinzaine d'années, mais depuis, elle a tendance à repartir, elle fluctue comme ça. Donc, d'après ma compréhension de ce sujet, elle n'est pas en train de disparaître sur des centaines d'années. C'est l'impression avec la grande tache rouge, ça fait des centaines d'années qu'on l'observe. Mais par contre, elle est plutôt en train de fluctuer. Et donc, c'est un sujet étonnant. Par contre, la modéliser, la comprendre, c'est que le début, quoi. On en est loin. Oui, bonjour, Laurent Boireau du CNES. J'aurais une question, alors un peu au-delà du système solaire, mais on a mentionné au début qu'apparemment vous étudiez aussi un petit peu les exoplanètes. Et bon, en particulier, il y a beaucoup d'observations en ce moment qui essaient d'analyser les atmosphères, notamment avec le James Webb, là.
Et donc je voulais savoir un peu ce que vous pouviez nous en dire peut-être. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant au feu en ce moment? Et peut-être quel serait votre préféré à titre personnel, si on pouvait l'observer de plus près, ou vous ramener un échantillon un jour. Bon, c'est vraiment une question. C'est vrai que pour ce domaine des environnements et de l'atmosphère ailleurs, on est en train de vivre une révolution. À 30 ans après la découverte des premières planètes extrasolaires et puis la détection et la caractérisation des orbites et des masses, etc., de milliers d'exoplanètes, on commence maintenant à pouvoir étudier les atmosphères, notamment grâce au James Webb, mais bientôt on aura le Extremely Large Telescope au Chili, truc de 30 mètres de diamètre, qui va permettre d'avancer. Et dans ce cadre-là, ce qu'on étudie particulièrement, ce sont ce que je trouve. Alors, il y a bien sûr, ce qui est le plus facile, c'est les planètes géantes, en particulier les Jupiter chauds. Ça fait longtemps, donc des planètes géantes comme Jupiter, mais beaucoup plus chaudes. Alors là, on voit très bien les atmosphères, parce qu'elles sont proches de leur étoile, on les voit bien. Après, on arrive autour des petites étoiles à observer les Neptunes et les mini-Neptunes. C'est assez fascinant, parce qu'on se demande parfois si ça peut être des planètes avec des océans à la surface. Donc on essaie d'avoir des spectres, on a des spectres, notamment avec le James Webb. Donc là, il y a plein de polémiques, controverses qui sont assez intéressantes, puis plein de découvertes scientifiques fascinantes. Et puis enfin, le Graal, c'est d'étudier les systèmes où on va voir pour le coup des planètes de la taille de la Terre. En particulier, on a détecté un certain nombre de planètes qui sont à une distance de leur étoile qui serait compatible avec la présence d'océans, climatiquement, d'atmosphère, et on a envie de mener l'enquête là-dessus. Le système que tout le monde préfère, c'est le système autour d'une étoile, une petite naine rouge qu'on appelle TRAPPIST. C'est une découverte belge, d'où le nom. Et dans le système de TRAPPIST, on a 7 planètes, les unes derrière les autres, qui sont autour d'une naine rouge qui fait à peu près 8% seulement de la masse du Soleil. Et sur ces mondes-là, on a envie de savoir s'il y a une atmosphère. Il y en a 2 qui pourraient, en théorie, tout à fait avoir des océans à leur surface. Et on mène l'enquête. Pour l'instant, la mesure est quand même difficile. Il faut des heures et des heures de James Webb, puisqu'on ne peut pas tout observer tout le temps. Et pour l'instant, les plus faciles à observer, c'est bien sûr celles qui sont plus proches de leur étoile, parce qu'elles passent plus souvent devant leur étoile. Il faut savoir que quand on observe les atmosphères, le plus facile, c'est quand on voit des systèmes où les planètes sont en orbite et on voit le système par la tranche, ce qui fait que les planètes passent devant l'étoile et font un petit transit. Et là, on peut faire de la spectroscopie et détecter les atmosphères. Sur TRAPPIST, pour l'instant, on n'a pas encore détecté l'atmosphère, mais on a un bon espoir. Et donc, dans le système de TRAPPIST, ma préférée, ce serait TRAPPIST-E, qui est donc, c'est pas la B, la C, la D, c'est la E, parce que celle-là est vraiment potentiellement tout à fait avec une isolation compatible avec un climat comme sur Terre. Et puis sinon, j'ai un intérêt particulier pour l'une des exoplanètes les plus proches du système solaire, qui est en orbite autour de Proxima du Centaure, donc assez proche, à 4 années-lumière, donc Proxima B, qui est aussi une planète rocheuse, qui est aussi compatible avec un climat comparable à la Terre. Par contre, cette planète ne transite pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le système par la tranche, elle est plus dur à observer, mais comme elle est proche, j'ai bon espoir, en particulier avec le Extremely Large Telescope, qui est en construction actuellement, qu'on puisse la caractériser et détecter éventuellement une atmosphère. Voilà mes exoplanètes favorites. Oui, plus près de nous, y a-t-il des missions prévues sur la planète Cérès, qui est peut-être une planète naine, certes, mais une planète quand même, et qui serait intéressante à explorer de très près? Alors Cérès, ça a été quand même observé en détail et donc par une sonde il y a quelques années qui s'est mise en orbite autour de Cérès et on a récupéré plein de données. Là tout de suite son nom m'échappe. Quelqu'un se souvient du nom de la sonde? Dawn, D-A-W-N, Dawn. Et il y a eu quand même pas mal d'observations. Ce qui est vrai, c'est que Dawn a révélé un monde tout à fait inattendu. Jusqu'à ce qu'on se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas un océan d'eau liquide aussi à l'intérieur de Cérès. Donc c'est assez passionnant, on voit du sel à la surface, peut-être des glaces. Donc il y aura peut-être une mission à venir, mais pour l'instant on se consacre plutôt à d'autres mondes. Mais Cérès est devenu beaucoup plus intéressant grâce à la mission Dawn. Donc si vous êtes passionné par Cérès, je vous invite à regarder les résultats de cette mission. C'était il n'y a pas si longtemps qu'elle a cessé de fonctionner, une petite dizaine d'années je pense. Bonsoir, Patrick Sondret. Merci beaucoup d'abord pour ce passionnante balade à travers le système solaire. Je voulais savoir si, vous avez mentionné beaucoup des océans liquides, la présence de l'eau dans des endroits parfois insoupçonnés.
Est-ce que dans toutes ces missions, il y a vraiment une recherche j'appelle ça un biomarqueur, c'est-à-dire un marqueur tel que si vous ne faites pas intervenir la biologie, ça devient difficile à comprendre? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment la priorité dans la mesure où il peut y avoir plein de phénomènes non biologiques qui ressemblent à des phénomènes biologiques? Je ne sais pas si je suis clair. Alors, faut être clair, que ce soit sur Mars ou sur les lunes glacées, les mondes océans, le concept de s'intéresser au problème d'une biologie possible ou d'une chimie prébiotique, c'est-à-dire est vraiment une priorité. Il n'y a pas du tout de pudeur par rapport à ça. C'est vraiment un objectif. Parce que mener l'enquête sur la Terre, quand on s'intéresse à le fait que la Terre est exceptionnelle ou pas, sommes-nous seuls dans l'univers, les grandes questions un peu tarte à la crème, mais qui sont quand même passionnants, eh bien, on peut découper la question en plusieurs morceaux. Il y a un premier morceau, c'est est-ce qu'il y a d'autres terres ailleurs? Grâce aux exoplanètes, on progresse. Est-ce que parmi ces autres terres, il y en a qui sont propices à la vie avec de l'eau liquide à la surface? Là aussi, on mène l'enquête grâce à la caractérisation des atmosphères, certaines découvertes. Mais il existe une question énorme auquel on n'a pas la moindre réponse, je dirais pour l'instant, c'est une fois qu'on a par exemple un océan quelque part, est-ce que la vie apparaît systématiquement? Est-ce que quelque chose qui ressemble à la vie est le résultat inévitable d'un processus physico-chimique où on va passer du non-vivant au vivant? Ou au contraire, il faut une chance incroyable, une contingence, bref, où ça arrive une fois sur 1 million de milliards? On ne le sait pas du tout. On ne le sait pas du tout parce qu'on n'a pas la moindre trace du passage du non-vivant au vivant sur Terre. Tout est complètement dominé par une vie très avancée aujourd'hui. Alors c'est là où l'enquête sur les milieux où il y a de l'eau liquide ailleurs, soit les lunes glacées, soit, il n'y a plus d'eau maintenant, mais les anciens lacs de Mars, parce que Mars ressemblait vraiment à la Terre à cette époque-là, à l'époque où la vie est apparue sur Terre, deviennent super intéressants. Parce qu'on a c'est pas tellement qu'on veut trouver des bactéries, enfin si, c'est quand même, mais disons, pouvoir mener l'enquête sur qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau liquide quelque part, c'est vraiment très très motivant. Le problème, c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que pénétrer les océans, la croûte glacée pour aller nager, envoyer des sous-marins sur Europe ou en SLAD, ou vraiment explorer les sédiments de Mars, c'est pas facile, quoi. Néanmoins, c'est un objectif et c'est bien l'objectif. Par contre, il faut être lucide sur le fait que si on découvre des choses bizarres, à moins de trouver un fossile de homard, quoi. Mais sinon, tout ce qu'on va trouver, on va être prudent. Il y aura toujours des collègues un peu farfelus qui vont dire « Ah, j'ai trouvé de la vie », mais la plupart d'entre nous, on va être très prudent et ce n'est pas de sitôt qu'on va pouvoir officiellement annoncer la découverte d'une vie quelque part, ou etc. Je pense qu'on trouvera des indices, on se dira « C'est vraiment bizarre », mais il faudra être prudent parce que pour vraiment conclure à quelque chose, il faudra plus d'études. Et surtout conclure à une autre vie ailleurs, il faudra accumuler un faisceau de preuves important, et je pense que ça va prendre des dizaines d'années, je pense, à mon avis. Sauf, encore une fois, un indice énorme, étonnant, mais c'est peu probable. Pour l'instant, on n'a rien vu d'évident, on ne voit pas des kangourous passer sur Mars, rien de tout ça, quoi. Eh bien, un grand merci, François, et je vais laisser la parole avant de se retrouver autour du cocktail. Je vais laisser... Pardon? Ah, excuse-moi. Alors, une dernière question. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir s'il y avait eu des études sur Janus. Alors Janus, c'est une lune de Saturne qui est assez éloignée de Saturne, qui est rigolote parce qu'elle change de temps en temps d'orbite. Si je ne dis pas de bêtises, elle échange avec une autre lune, qui est assez populaire parce qu'il y a il y a des romans de science-fiction qui en parlent. Donc, réponse, c'est oui, elle a été pas mal étudiée par la mission Cassini. Et je n'en dirai pas plus, parce que je ne connais pas les détails des études sur Janus. Mais il y a quand même des travaux récents basés sur l'observation de Cassini. C'est vrai que ça a été un des objectifs. Elle a été pas mal photographiée, analysée, radarisée par Cassini. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Il faudra interroger certains de mes collègues, par exemple en France, Alice Le Gall, qui a été une des équipières de la mission Cassini et que vous pouvez inviter pour faire... C'est une spécialiste de toutes ces lunes glacées, notamment du monde Saturne. Elle a fait avec d'autres collègues, ils ont fait un très bon livre, Sandrine Guerlet, Sandrine Vinatier, un très bon livre sur les mondes de Saturne, édition Belin.
N'hésitez pas, c'est un très bon livre. Et on parle de Janus, il y a un chapitre entier. Et bien maintenant, je vais remercier François Forget pour cette conférence de haut niveau, parce qu'on a beaucoup de chance à l'Aéroclub, dont on sait qu'il est merveilleux, qu'il est le premier incubateur de start-up de l'histoire de l'aéronautique et de l'espace, et que vous nous permettez de garder ce niveau extraordinaire à l'Aéroclub. Merci. Merci d'être là, vraiment. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Je veux dire merci aussi à Annie, parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire avec la commission, qui nous font des conférences et qui connaissent des gens comme vous, qui viennent nous enrichir tellement. Merci à vous qui venez aussi. Et je crois qu'il y a encore plein d'autres conférences qui se préparent. J'espère que vous serez nombreux encore. Et puis, il y a aussi un magnifique petit cocktail qui a été préparé un peu pour Noël, qui est vraiment sympa. Donc je pense que maintenant, je suis sûre que vous allez continuer éventuellement à nous répondre aux questions là-bas, tous ensemble, en partageant le verre de l'amitié. Merci à tous et vraiment particulièrement merci, parce qu'on a appris énormément de choses.